Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection Zokora des maestros. Bienvenue dans la type des maestros saison 2. Le diable c'est menteur, aigle, tokas boy. Baya! Merci encore, c'est le 153 sélection Zokora des maestros, la type des maestros 2. Le diable c'est quoi? Un menteur. Aigle. Toujours un menteur. Il est à mes côtés, il est présent, très bien habillé, nana, enjeu, bois. Bonsoir maestro, bonsoir à toutes et à tous. Allez, nous sommes là pour une heure d'infos, une heure d'amusement aussi, puisque c'est un peu le credo de cette émission, pour donner de l'information, mais aussi avec un ton assez décalé. Donc voilà un peu la mission de la team de maestro, et encore une fois présent ce soir. Pour arriver, tu vas manquer, j'étais où déjà? Ouh, j'étais quelque part dans le nord du pays, passé un agréable moment du côté de Korogo, où nous avons suivi les demi-finales de la Coupe Amadou Gon Coulibaly. En tout cas, de très belles rencontres. On aura l'occasion de vous en parler demain. Voilà, on vous donne un peu, on vous met un peu l'eau à la bouche. Soyez là demain, vous allez voir ce qui s'est passé du côté de Merci Anjoël. Mais dis merci aussi au roi des tchatcheurs, le mentaliste. Il n'était pas là, il a assuré à mes côtés, il est présent. Magaton, bien habillé en plus. Ah oui, c'est mon bon petit, donc voilà. Bon, il a pris Merci encore pour l'absence d'Anjoël. Et en plus, l'émission. J'étais celui même qui l'a soutenu. Il y a eu voilà, un boycott actif. Ah bon, tu le plateau. Maestro, Hugo Borges. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais après, en offre, vous saurez, je leur ai dit, mais non. Le nana n'est pas là, vous ne devez pas faire ça. Le nana. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Magat. Et je pense que je vais te mettre dans mon équipe. Il y a des gens qui vont en sortir. Anjoël, il était présent de la saison 1 D'accord. d'avoir juste abandonné. C'est un fan de MJ, du basketball. Il est revenu, il a plaidé. Tu as validé. Non, moi, je n'ai pas validé. Je n'ai pas validé. Bagat, tu as validé. Alors, je ne sais pas comment c'est fait. Comment ça s'est fait pour qu'il se retrouve. Mais moi, je n'ai pas validé. Non, je pense que ça a été. Bagat, je pense que ça a été validé, effectivement. Ah bon, hein? Donc, comme il y a eu des couchés entre lui et puis Henri Jouel, bon, donc, c'est ce poste-là. j'ai plaidé de la lancer, c'est ma plaisir. Ok, d'accord, je vais essayer. Alors, comme Maestro l'a dit, il était présent lors de la première saison de la team de Maestro. Il distribuait aussi les cartons. Malheureusement, cette année, en début de... Voilà, on a voulu vraiment travailler avec lui. Mais bon, il avait eu un billet d'avion. Il allait quelque part. Il est de retour maintenant. Allez, on va accueillir ensemble Jason Aka. Aka, bravo. Voilà. Ça va? Bonne arrivée. Ouais, merci. Tu nous as abandonné, hein? Oh, mais je suis là, je suis de là. retour. Grâce à Magat, Ah, oui. pas Henri Joël. Je suis de retour, nouvelle tête. Ça va, hein? Ok. Merci, coach. Vous êtes sûr que vous voulez terminer l'émission? L'invité. Voilà, il est très spécial, c'est votre collègue à vous. Hein. Il est journaliste, il est consultant, il a du verbe, il a du parler. Souvent, il est compris, mais il reste ferme. Il est là, sans sévère. Assez haut. So, bon. Hello, everybody. Bah, c'est vrai, il est bien habillé. Hein. J'aime bien les couleurs. Après quand l'émission a fini, il va dire ça. Hello, Hello, everybody. Ça vient d'où, ça? I think that you could... Excusez-moi, j'ai oublié, je pensais que j'étais à la Coupe du Monde. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Excusez-moi. Ah, mais Joël, regarde, vous êtes très bien costume. C'est lundi. Le Duc est planté. Voilà. L'affiche du jour aujourd'hui, on va parler de la FIFA et surtout de ce projet de privatisation de la Coupe du Monde. Et on se pose la question de savoir si le président de la FIFA, Gianni Infantino, est-il allé trop loin. C'est l'affiche du jour. L'élément préparé par la rédaction. Et derrière, on en discute. Le
projet FIFA Forward Enterprise aura finalement fait long feu. À peine Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association, a-t-il dévoilé sa proposition de réforme à la surprise générale le mardi 28 juillet qu'il l'a retirée 5 jours plus tard. Dans un communiqué rendu public samedi dernier, le premier responsable de la fêtière du football mondial a annoncé qu'il renonçait à son idée d'ouverture de l'association à des investisseurs privés. Face à la bourrasque de critiques, de menaces, de boycott et de démission de ses collaborateurs ayant suivi le lancement de son projet, le président de la FIFA a choisi de faire profil bas. Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions qui ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif initial. Notre but a toujours été et sera toujours d'unir et de progresser. La proposition ne sera donc pas retenue, a-t-il indiqué dans le communiqué. Gianni Infantino entendait créer une société dénommée FIFA Forward Enterprise dont le capital serait ouvert à 20% à des investisseurs privés. Cette entreprise aurait à charge de gérer les activités commerciales et événementielles de la Coupe du Monde notamment. Cette proposition a créé une levée de bouclier à l'UEFA qui a menacé de boycotter les prochaines compétitions de la FIFA. La Confédération asiatique et celle réunissant l'Amérique du Nord, du Centre et les Caraïbes ont emboîté le pas à l'Europe en rejetant purement et simplement le projet. Les confédérations d'Afrique et d'Océanie se sont, elles, montrées moins intransigeantes. Elles ont appelé leurs membres à examiner et à évaluer la proposition. Quant à la Confédération sud-américaine, elle a demandé des précisions tout en mentionnant la nécessité de placer toujours le football au-dessus de tout autre intérêt. Si le projet avait vu le jour, chacune des 211 fédérations membres de la FIFA aurait reçu non seulement une enveloppe de 20 millions de dollars, soit 12 milliards de francs CFA en janvier 2027, mais également un financement équivalent sur les 4 prochaines années. Le président de la FIFA avait donné jusqu'au 19 septembre à ses membres pour se prononcer. Finalement, avant même l'échéance, il a choisi de renoncer à la création de FIFA Forward Enterprise. De notre question, Gianni Infantino est-il allé trop loin avec son projet de privatisation de la Coupe du Monde? Merci encore de retour, hein, Joël. Oui, nous sommes de retour, l'affiche du jour, on l'a dit. FIFA, privatisation de la Coupe du Monde. Infantino est-il allé trop loin? Voilà le sujet de notre affiche du jour. Vous avez suivi avec nous l'élément préparé par la rédaction. Et ici, en plateau, on aura l'occasion de discuter avec Sansévérin, avec Jezonaka, avec Magat, avec Maestro et puis avec moi-même. Voilà. Première question, moi je pense que je vais me tourner vers Sansévérin. Comment avez-vous appris ce projet de privatisation de la Coupe du Monde? Alors, avant l'annonce officielle apparue sur les réseaux sociaux, déjà pendant la Coupe du Monde, il y avait des rumeurs qui circulaient. Vous savez, aux États-Unis, tout ce qui est sport, tout ce qui est culturel, c'est du grand spectacle. Donc, avec le boom qu'a connu cette Coupe du Monde-là, surtout les stades toujours pleins, quelle que soit l'équipe qui jouait, alors ça a donné des idées à Infantino. Il avait vraiment cette idée-là avant, mais il a trouvé nécessaire de la formuler de meilleure façon durant cette Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, eh bien, tout le monde l'a appris sur les canaux officiels de la FIFA. Il veut vendre la Coupe du Monde à un privé, pour faire plus simple. Et donc, c'est ce privé-là, désormais, qui va investir dans la Coupe du Monde. Et puis, pour les retombées, ça va être partagé avec les fédérations. On parle quand même de 2296 milliards à partager à toutes les fédérations, de francs CFA, à partager à toutes les fédérations du monde. 2296 milliards investis par soit un individu, soit une entreprise privée. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais beaucoup de fédérations, beaucoup de confédérations ont estimé que la Coupe du Monde allait perdre son essence et que ce sport-là, qui est aussi populaire, ne peut pas être dans la main d'une seule personne, fût-il le plus riche du monde. Donc voilà un peu, ça a été rejeté de part et d'autre. Et moi, personnellement, je l'ai mal accueilli, surtout que les dirigeants de la CAF, ici, ils ont été très moins intelligents. Il y a même le Congo, la RD Congo, qui a fait un communiqué de soutien même quasiment à ce projet-là, alors que tout le monde était en train de le rejeter. Moi, je l'ai mal perçu parce que pour moi, le football mondial, ce n'est pas quand même un Miss Côte d'Ivoire ou bien une course, un marathon qu'on peut vendre à un individu. Ok, merci, ça c'est vrai. Je veux dire, par rapport à la CAF, la position adoptée par la CAF, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous savez que
la FIFA investit beaucoup d'argent au niveau de la CAF, surtout au niveau des fédérations, au niveau des clubs. Donc, quand Infantino a parlé de ce projet-là avec plus de 2296 milliards de francs CFA, tout de suite, beaucoup de confédérations africaines ont vu combien allaient leurs revenus et comment se réfère une santé au niveau de leur football. Mais l'Europe, l'Asie, eux, ils ne pensent pas comme ça. Ils estiment que le football est trop populaire pour être aux mains d'un seul individu qui pourra en disposer comme il veut. Même si tout le monde a dit qu'il va y avoir de la transparence, eux, ils n'y ont pas cru. Mais les Africains, ils étaient vraiment réticents parce qu'ils ont plus pensé au profit qu'à l'esprit même de ce sport-là. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il est crédible auprès des fédérations. Parce que la FIFA, c'est 54 pays africains qui sont membres de la FIFA. Ouais. Donc, du coup, nous sommes très nombreux. On ne va pas dire qu'il n'est pas crédible, mais aujourd'hui, il est vomi par beaucoup. Par beaucoup, que ce soit les anciens dirigeants, mais aussi l'union la plus puissante, c'est l'UEFA au niveau du football. L'UEFA, aujourd'hui, clairement, ne veut plus d'Infantino à sa tête. Mais beaucoup disent que l'UEFA fait tout ça pour elle-même reprendre le contrôle sur la FIFA. Ça reste un débat. Alors, Magatte, en tant qu'observateur aussi, cette nouvelle, cette annonce de la FIFA de privatiser la Coupe du Monde, comment l'avez-vous accueillie? J'aimerais que même ça n'existe même pas, en fait, parce que le football est tellement populaire. Le football pour les footballeurs, c'est pour le public. Qu'est-ce que le football allait perdre si, bien sûr, ce projet voyait le jour? Mais simplement que l'intégrité même du football et la démocratisation du foot en lui-même. Parce que figurez-vous que, on parle des sociétés de gestion, voilà, pour distribuer des dividendes aux confédérations ou même aux fédérations. C'est-à-dire, il prend un pays comme ça, riche de l'Asie, peut s'offrir désormais la Coupe du Monde. Voilà, peut mettre l'argent sur la table également pour dire, moi je veux gagner la Coupe du Monde, puisque c'est de l'argent que vous cherchez, il n'y a pas de problème. Ça coûte combien? Vos 2000 et quelques milliards, moi je paye, et puis il paye encore des bénéfices pour vous donner. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire le football va se jouer dans les bureaux, avec des chèques, et non sur les pelouses. Et c'est ce que l'UEFA refuse. Pour dire d'abord, avant tout, c'est sur le terrain que le football se joue, c'est sur le terrain qu'un trophée se gagne, c'est sur le terrain également et dans les tribunes qu'on gagne de l'argent. Et non des sociétés de gestion. Mais ils étaient avertis. Lorsqu'il était à l'UEFA, secrétaire général de l'UEFA, à l'époque, Gianni Infantino, d'ailleurs sur Michel Platini, les deux hommes ne s'attendaient pas trop parce qu'on lui reprochait d'être un sportif businessman. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le football, ce n'est pas du business? Non, justement, c'est du business, mais le trop de business est un vilain défaut. Vous savez, mon cher Angéval, on dit souvent que la gourmandise est un bien vilain défaut. Il est venu, il a eu à faire des réformes qu'il a eu à mener au niveau donc, de la FIFA, où certains brochaient un peu, mais ils ont laissé passer cette histoire de Coupe du Monde des clubs, comme Sansevran le disait éventuellement, parce que l'UEFA voulait créer la Ligue des Nations. La Ligue, je pense que c'est bien cela. La Super League. La Super League, voilà. La Super League, à l'époque. Et là, la FIFA a vu que, franchement, lui, il fallait se faire de l'argent. Donc, le projet est mené. Ensuite, la FIFA a créé maintenant la Coupe du Monde des clubs qu'on a vu l'année dernière, d'ailleurs, aux États-Unis, où il a eu pas mal de sous. Donc, il a distribué un peu partout. Mais il a voulu rester sur cette dynamique-là, partant de ce fait, parce qu'il a eu plus de 15 milliards de dollars, ressortis donc bénéfice sur les 11 milliards attendus. Donc, il a eu plus de 4 milliards de plus. Donc, il s'est dit, essentiellement, le football générait tellement beaucoup d'argent que, il va falloir faire cela. Mais pourquoi il le fait? Quand tu le fais de la sorte, mais la FIFA ne t'appartient pas. Tu as été élu par les la compétition ou la FIFA? Parce qu'il y a vraiment une section. Là, je parle de Gianni Infantino. Parce que, d'abord, il se lève lui-même, de facto, il prend une décision, et puis, il annonce comme ça, sans Assemblée générale extraordinaire de la FIFA, sans les mandants eux-mêmes. Voici d'abord sa première erreur. Il doit dû garder cela, comme on le dit, dans son ventre, entre guillemets. Le jour qu'il y a la session extraordinaire de la FIFA ou ordinaire de la FIFA, et vous mettez sur la table et puis on débat. Mais non, il est resté dans son bureau. Pourquoi? Parce qu'il a eu le soutien de Donald Trump lors de ce mondial américain, croyant que tout ça allait calmer les choses. Là où je vais terminer, c'est la même FIFA qui a dit que l'ingérence politique est à bannir au niveau du football. Mais c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore aujourd'hui, désormais.
Et on le voit partout, dans les salons feutrés, à prendre du café avec le président américain, ça il est également. Et prendre du café avec le président américain ne fait pas... C'est pas de la politique, hein. J'ai pas de la politique. Et ça... Oui, oui. Et ça n'a pas plu quand même donc, à l'UEFA. Vous savez très bien, il y a un carton qui a été annulé, plus ou moins, de manière extraordinaire. Hein, qui a été annulé. Vous savez, mon cher Rouge-Joël, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Nous savons des choses qu'on n'a pas envie de dire. Donc l'un dans l'autre, franchement, je pense qu'il s'est isolé désormais. En voulant faire de la FIFA donc, une société de gestion, il s'est isolé. Et là, franchement, désormais, sa tête est mise à prix. Hein. C'est même pas sûr qu'il termine son mandat. Rapidement, Guézonaka, on parle de 12 milliards à partager aux fédérations à partir du mois de janvier 2027. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas une grosse perte? Parce que, bon, on ne parlera pas de perte, mais est-ce que ça ne pouvait pas motiver ces différentes fédérations-là à doubler ce projet-là? Oh, mais d'accord, comme Séverin l'a dit tout à l'heure, il faut faire attention. Hein. Généralement, il ne faudrait pas que les moyens financiers viennent gâcher l'esprit de la chose. L'esprit de la chose... Mais au-delà de l'esprit aussi, c'est on recherche... Oui, mais déjà même... Financier. Et Magat encore l'a si bien dit. Ils sont en train de placer l'argent au devant, ça va tuer l'esprit de la chose. Le football, c'est le sport roi, en guillemets. C'est des choses qui sont organisées. Aujourd'hui, si vous voulez rendre ça privé, par exemple, ça veut dire que la FIFA a un souci d'organisation elle-même. Donc, elle servira à quoi, la FIFA? Elle ne servira plus à rien. On prend un Asiatique ou bien un gars du Moyen-Orient, un Arabe qui a beaucoup de sous. Le problème, quand vous voulez rendre ça privé, voilà. Celui qui a le plus d'argent peut s'offrir la chose. Bien sûr, il vient, il s'offre. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Moi, j'ai posé une question à ça, c'est vrai, comme lui qui est expert journaliste. Lui, c'est la posture de l'UEFA par rapport à ce projet de la FIFA-là. C'est quoi la place de l'UEFA sur ce projet? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Et c'était quoi les méthodes pour empêcher ce projet? Parce qu'à un moment donné, le football, c'est un sport roi. Ouais. La passion. Si on donne 20% aux investisseurs de la Coupe du Monde, c'est 20 milliards d'euros qui donnent dans la caisse de la FIFA. Même si les fédérations vont de l'argent, même on pèse cette valeur, cette culture du mondial. Là. Exactement. En tout cas, l'UEFA a voulu, pour l'instant, avant l'idée même qu'elle a derrière la tête, protéger le football. Rappelez-vous, Magat l'a dit tout à l'heure, l'UEFA avait voulu créer une compétition pour se faire des sous à elle, son niveau. La FIFA a vu que ce projet-là allait tuer beaucoup de compétitions où la FIFA elle-même a sa main. Donc, le projet est mort-né. Donc, eux, ils ont trouvé à leur tour que c'était déplacé aussi de vouloir vendre une compétition comme la Coupe du Monde, qui est l'événement le plus populaire, du sport le plus populaire au monde, vendre à une personne, une entité qui va gérer seule. Pour eux, c'était de trop et ça, c'est de nature à faire en sorte que le football perd toute son éthique, ce qui fait sa beauté avec les surprises et tout ça. Bon, déjà qu'avec la VAR, on a perdu un côté de l'âme du football. Venir encore donner ça au seul Zokora Maestro parce qu'il a plein d'argent, pour eux, c'est difficile. Et ça allait créer des problèmes, non seulement au niveau de l'organisation, parce que peut-être que ça n'allait plus être tournant. Peut-être que ça allait être organisé uniquement aux États-Unis pour en faire un show comme le Super Bowl et tout ça. Non, l'UEFA, qui est la plus grande confédération, celle avec le plus de moyens, celle qui nous fait voir la Ligue des Champions et tous les joueurs européens qu'on adore, ne pouvait pas accepter ce projet. Est-ce que ce n'est pas l'effet États-Unis? Tous les gens étaient pleins, que ce soit le guichet fermé, les tickets, la publicité. Peut-être pour lui, c'était dans le jeu aussi. Peut-être, voilà. Et ce n'est pas l'effet Trump qui a fait réagir peut-être Infantino. Exactement, c'est ça. Mais il y a eu un ballon d'essai, hein, n'oubliez pas. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs qui a été remportée d'ailleurs par Chelsea face au PSG en 2025. C'était quoi? 48 clubs, si je ne m'abuse. Si. Et ça a été organisé parfaitement. Ils ont vu que les États-Unis, c'est un très grand pays, ont la capacité d'accueillir un grand événement comme ça. La preuve, la Coupe du Monde allait être vendue au gendre de Donald Trump. Donc vous voyez l'un mis dans l'autre, États-Unis, président des États-Unis, gendre du président des États-Unis. L'Europe a vu que le football allait s'américaniser. L'Europe a dit non, le football doit rester mondial. Alors est-ce que vous pensez que, avec, je dirais, tous ces remous au niveau de la FIFA, de sa compétition phare qui est la Coupe du Monde et surtout de cette position de Gianni Infantino, est-ce qu'aujourd'hui, le dirigeant suisse est en grande difficulté? Est-ce que vous pensez qu'il ira à la fin de son mandat ou il sera peut-être, il pourra avoir un autre mandat? Henri, je ne nous mentons pas. Pour l'instant, il n'est soutenu que par une partie des
des Africains, des fédérations africaines, que ce soit l'UEFA, que ce soit l'Asie, que ce soit la CONMEBOL, toutes ces grandes confédérations-là, pour l'instant, n'ont plus envie de voir Infantino. La preuve, on lui propose désormais, on lui met en face désormais un dirigeant canadien, Montagliani, on lui met en face le président du PSG, Nasser El Khelaifi. C'est lui-même que désormais les gens sont en train de pousser pour prendre la place d'Infantino. C'est dit que Infantino, là maintenant, il est beaucoup fragilisé. Sa seule lueur d'espoir, c'est que dans la tête d'une partie de toutes ces confédérations-là, il y a l'UEFA quand même qui essaie d'avoir encore la même mise sur le football mondial. Donc cette petite guerre-là, c'est une petite porte de sortie pour Infantino pour l'instant, mais actuellement, il n'a plus le même charisme qu'à ses débuts. Il est un peu vomi par beaucoup de fédérations. Ok, merci beaucoup. Je dis à la FIFA, c'est la Fédération internationale de football association. Et l'Afrique a le plus grand de fédérations là-bas, la FIFA. C'est la 4. Qu'est-ce qu'a pensé notre président Motsepe? Parce qu'à un moment donné, si la FIFA est validée, qu'elle investit plus prendre ces pas de 20% là, est-ce que l'Afrique, le football allait se développer? Alors, je me pose. Non, la question ne se pose même pas aigle. Parce que Motsepe soutient Infantino. Et dans ce sillage-là, c'est lui qui a entraîné justement certaines fédérations, dont celle du Congo notamment, celle de Djibouti, a fait un communiqué pour dire que ce projet-là n'est pas mauvais en soi. Donc, le président de la CAF a failli entraîner toutes les fédérations, mais Dieu merci, beaucoup sont restées silencieuses et quelques-unes seulement se sont prononcées en faveur de ce projet. Et tout comme la Côte d'Ivoire est restée silencieuse, la Fédération ivoirienne de football est restée silencieuse. Sur ce projet, on a demandé aussi à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet du président de la FIFA. Est-ce qu'il est allé trop loin en voulant privatiser la Coupe du Monde? Voilà leur réponse. Est-ce que si aujourd'hui, M. Gianni Infantino n'est plus là, est-ce que celui qui va venir va pouvoir continuer? Il sera obligé à son tour maintenant de, on va dire, émettre lui-même ses idées et puis analyser d'abord si la première idée, à savoir celle de M. Infantino, est vraiment positive, s'il y a les retombées positives pour, on va dire, les clubs et puis aussi les pays. Donc, en ce sens-là, je dirais que c'est bon. Maintenant, si ça doit peut-être, on va dire, aller contre, je m'explique pour dire que voilà, les différents bénéfices, les retombées dont les différents pays et clubs bénéficiaires, est-ce qu'ils pourront toujours bénéficier? C'est en ce sens que je dis oui, il exagère un peu, mais non, parce que si cela a un avantage, des retombées positives pour les clubs et les différents pays, on va adhérer à son projet. 50-50, parce que là, il faut pas voir le projet lui-même. Il faut voir il faut voir au-delà le futur. Voilà, il faut voir les retombées, les avantages que les clubs vont en bénéficier. Maintenant, si les clubs, ça sourit au club, c'est tant mieux. Maintenant, si ça ne sourit pas, il vaut mieux laisser ça comme ça et puis faire avec les différentes idées que lui-même là, voilà, quand il est arrivé, qu'il a émises, que vraiment le football puisse progresser. Il y a ce que les gens disent et puis il y a des réalités. Donc selon moi, s'il a pris cette décision, en vouloir faire cela, il a ses raisons personnelles. Voyez-vous qu'il y a des choses qu'on peut dire devant certaines personnes et il y a des choses qui se passent en privé. Donc selon moi, il a ses raisons au fait. Selon moi, il y a des sociétés qui emportent un peu, comment dirais-je, du marketing, de publicité. Selon moi, s'il a fait cela, il a ses raisons. Selon moi, les sociétés vont venir essayer d'aider le football pour pouvoir plus médiatiser certaines choses, avoir plus encore de subventions, vu le championnat ivoirien, cela va nous aider selon moi. Il allait trop loin en voulant privatiser la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, c'est un événement mondial. Et dans l'esprit du foot, je crois que privatiser le football mondial, c'est comme enlever cette passion-là, cette passion que nous avons du football. Le football va devenir comme un business et ça va détérioriser l'idée et l'image du football mondial. Et à mon avis, le président de la Fédération et de la FIFA est allé trop loin avec son esprit de vouloir gagner plus d'argent. Voilà, je crois que ceux qui ont boycotté cette idée-là ont bien fait. Ils ont sauvé l'essentiel du football, c'est-à-dire la passion, l'esprit du sport. Il faut que l'esprit du sport demeure. Voilà. C'est bien vrai, il faut avoir les gains. Le football rapporte des gains, mais il ne faut pas oublier que le football, c'est un sport qui rassemble.
au-delà de tout ce qui est argent ou gain financier, le plus important, c'est le rassemblement des peuples de divers pays, de diverses religions, de divers continents. Voilà. Je crois que c'est le plus important. C'est ce que le football a toujours prôné depuis qu'il est football. Donc à mon avis, le président de la FIFA n'a pas été à la hauteur vis-à-vis de cette idée-là. Voilà la réaction de nos téléspectateurs, de nos spectateurs, de tous ceux qui suivent l'émission, la team de Maestro et surtout qui sont abonnés au programme du groupe RTI. Et la question, c'était de savoir si le président de la FIFA était allé un peu trop loin en voulant privatiser la Coupe du Monde. On les a écoutez, alors ici, on va essayer de continuer notre échange avant bien sûr de passer au niveau de la CAN féminine et donner quelques informations relatives à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui joue demain, bien sûr, son dernier match face à la Tanzanie. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais avec ce projet et surtout les mécontentements, allez, selon vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, la première des choses, c'est que beaucoup de confédérations cherchent déjà à dégager Infantino. Platini s'est prononcé, Blatter s'est prononcé, certains présidents des fédérations se sont prononcés. Aujourd'hui, il y a eu un courrier des collaborateurs de Infantino qui ont dit dans ce courrier-là, qui est disponible sur le site de la FIFA, qu'ils ont honte de l'acte qu'a posé leur patron. Donc, ça veut dire qu'en interne, désormais, il n'est pas en odeur de cet été avec tout le monde. Et au niveau des confédérations aussi, reste à savoir jusqu'où l'UEFA, qui est en tête des fils de ce combat contre Infantino-là, est prête à aller pour dégager le dirigeant. Est-ce qu'il peut démissionner? Ce sera d'ailleurs l'idéal. Ce sera l'idéal parce que là où s'entend le parti, là, c'est un chemin de non-retour. Puisque les raisons évoquées, on a parlé de la privatisation donc, du football, polémique sur la gouvernance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 20% pour la société de gestion, il serait partie prenante. Ça dit, même après, s'il n'est pas président de la FIFA, il aurait eu des départs. Et c'est ce qui a attiré l'attention vraiment de l'UEFA. Et en plus, avec qui la société de gestion va appartenir à un groupe américain, les gendres du président donc, américain. Et selon donc, le New York Post aujourd'hui, le 3 août 2026, selon donc l'article du New York Post qu'on a lu tout à l'heure, c'est que Gianni Infantino tente par tous les moyens, multiplie les tentatives pour avoir le président américain au téléphone, pour lui venir en aide, pour prendre la parole publiquement, pour le soutenir. Et bon, voilà, il n'arrive pas, donc il est passé par Marco Rubio, pour passer donc le message pour dire « Ah oui, bon, j'ai voulu bien faire, voilà, il faut que tu me soutiennes et tout ça ». Ça veut dire que quelque part, ça a été pensé à un groupe minuscule, en interne, et maintenant, ça a commencé à éclabousser. Donc, si le président américain ne le soutient pas, franchement, c'est un chemin de non-retour, d'autant plus que il y a longtemps que l'UEFA ne voulait même pas le voir, même pas le sentir. Là, les élections arrivent, surtout Michel Platini, qui était pressenti être président de la FIFA. Et on a vu. Pourtant, il vient de l'UEFA. Justement. Parce qu'il était avec eux là-bas, voilà, ça disait que bon, il ne jouait pas franc jeu plus ou moins, que c'était un businessman. Il a voulu même envoyer ce genre de changement au niveau donc, de l'UEFA, mais ça ne passait pas. Parce que, bon, voilà, on lui a reproché également sa gestion clanique, et pas inclusive. Ça dit, bon, voilà, il décide lui-même et plus ou moins donc, avec quelques amis. Et en interne, comme Sanseverine l'a dit également, les gens l'ont lâché également. À partir de ce moment, ça devient hyper compliqué pour lui. Et vous l'avez parlé, il a parlé également de Nasser Al-Khelaifi, où on le pousse à aller prendre donc, la Fédération internationale de football. Là, clairement, j'ai envie de dire, franchement, comme vous l'avez dit, l'idéal serait pour Gianni Infantino de démissionner, tout simplement. Merci Bagat. Allez, Joël, un coup de pause pour la pub. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro-ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique.
3 fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. 3 fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. 3 fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30, rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Allez, nous sommes de retour. Bagat, il veut continuer encore. Oui, il faut l'arrêter aussi, mais il faut l'arrêter. Bagat est inspiré. Non, Bagat, il faut l'arrêter. En fait, il avait une petite part à prendre aussi dans ce projet avec Gianni Infantino. Et c'est son gourmet qui est en train d'exprimer depuis. Bagat me dit, laisse-moi continuer. C'est ça, Pierre. Vas-y, lâche-moi. Il y a un gourmet. Ce que je voulais dire rapidement, on a vu tout à l'heure l'intervention donc, des Ivoiriens. L'esprit du football. Regardez à ce mondial, les tickets, le plus bas prix à la finale. Mais vous ne pouvez pas. Le football, c'est pas ça le foot. C'est l'esprit, c'est pour tout le monde. Ça dit des tickets de 30 €, de 30 $, de 60 $, c'est bien pour tout le monde pour aller regarder les matchs. Voilà, mais bon, voilà, on parle des 1 000 €, le plus petit prix. Hein, et puis ensuite, après, on parle. Non, c'est pas ça le foot. Et là, clairement, à partir de ce moment-là, l'image du football est en train de se dégrader au fur et à mesure. Ben voilà, l'ami Gianni Infantino s'est mis dans de sales draps, comme on le dit. En tout cas, les tickets de la CAN féminine ne sont pas trop chers. Ouais, du côté du Maroc, tout le monde peut y aller pour regarder. D'ailleurs, demain, la Côte d'Ivoire joue son dernier match face à la Tanzanie. Une victoire ou un match nul qualifierait l'équipe nationale. Et bien sûr, avant cette opposition, le sélectionneur Reynald Pedros et des joueuses se sont exprimés au micro de nos envoyés spéciaux, Moyabi Diabaté et Véronique Akona. Le mental, il est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tous nos efforts sont récompensés quasiment et que on mérite ce qu'on a, on mérite d'être où on est et qu'encore une fois, leur montrer ce qui n'a pas été à la vidéo pour leur dire voilà, là il faut qu'on s'améliore, si ça doit se représenter, il faut qu'on s'améliore mentalement en tant qu'équipe, tactiquement aussi, parce qu'on avait des choses à voir aussi, mais surtout leur donner un message très positif en disant on a des petites choses à régler, mais aujourd'hui on a 4 points et on est premier du groupe, et si on gagne demain, on en a 7 et puis on sera premier du groupe, ce qui n'était peut-être pas envisageable avant de commencer la compétition. Mais encore une fois, on met pas, comme on dit, on met pas la charrue avant les bœufs, on n'est pas qualifié avant de jouer le match, quoi. Ça on le sait. On le sait qu'il va falloir faire des efforts, on sait qu'il va falloir être concentré, on sait qu'il va falloir de la première à la 95e minute, voire à la 18e minute, être concentré et aller chercher cette première place. Mais je pense que les joueurs sont attentifs à ça, sont concentrés. Et puis le fait aussi que physiquement il n'y ait pas de bobo, ça permet aussi de garder tout le monde en éveil et puis de bien préparer ce match. On n'a pas de pression. Mais on va aborder ce match avec humilité et aussi confiance. Parce qu'on est dans une position confortable, oui, mais on ne va pas lâcher. Le groupe vit bien. Le groupe vit bien et on travaille sur ça. On travaille sur ce qui n'a pas marché au match passé. Et pour ce 3e match, on espère donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons fermé la page de l'Afrique du Sud. Nous sommes tournés vers l'avenir, qui est demain, où nous affrontons l'équipe de la Tanzanie. Ce match capital pour nous, pour se qualifier enfin pour les quarts de finale. Je me sens bien, notamment grâce à mes coéquipiers qui ne cessent de relaxer le groupe dans une ambiance conviviale, une ambiance familiale, disons. Donc nous nous sentons bien, nous nous sentons prêts pour affronter ce match. Un soutien infaillible, parce que c'est pas pour rien qu'on les appelle le 12e homme. Ils sont avec nous, ils sont là pour nous. Et c'est ce soutien-là qui, parfois, nous amène à la victoire. Donc, j'attends un soutien infaillible et j'espère qu'on va le ressentir ce jour-là.
Voilà, le sélectionneur et certaines joueuses, notamment la capitaine que vous venez de voir, qui se sont exprimées au micro de nos envoyés spéciaux du côté du Maroc, Moyabi Diabaté et Véronique Konan. Allez, on va parler un peu de ce match aussi, hein. Une question rapidement. Allez, comment vous voyez ce match face à la Tanzanie demain? Il faut une victoire. Il faut une victoire des éléphants. Surtout que la Côte d'Ivoire a une revanche à prendre. Rappelez-vous, Henri Jo, la dernière CAN féminine au Maroc, toujours au Maroc en 2025, à laquelle on n'a pas participé. Eh bien, c'est la Tanzanie qui nous avait privés de cette qualification. Donc demain, double enjeu pour les éléphants. Gagner pour prendre la première place du groupe. Parce qu'actuellement, c'est serré. La Côte d'Ivoire a 4 points. Et puis, les deux équipes qui suivent, le Burkina et la Tanzanie, ont 3 points chacune. Donc, il ne faut pas que l'une des deux équipes gagne, sinon la Côte d'Ivoire va rester à quai. Il nous faut battre demain la Tanzanie et puis rester leader du groupe et puis mieux aborder le second tour. Allez, on va continuer de donner quelques informations, notamment cette fois-ci une info un peu triste avec la veillée d'hommage à Degré Henri Serge Drogba, dit Henri Pelé, décédé en France. Degré Henri Serge Drogba, dit Henri Pelé, sera honoré par ses parents, amis et connaissances à l'occasion d'une veillée d'hommage. La cérémonie est prévue pour le 8 août 2026 au terrain Mondialito du quartier Bloc Célibataire, anciennement appelé Cinéma Seguidiba. Patrick Kema Dijago a tendu son micro à Michel Goba pour avoir le souvenir qu'il garde de l'illustre disparu. Voilà ce qu'il a répondu. Le souvenir que je garde de Degré Serge Henri Pelé Digumter, c'est mon oncle, en même temps mon père, celui qui m'a élevé. Mais j'ai eu à faire un match avec lui, contre lui, en duel. C'est-à-dire, c'était à Yopougon, une demi-finale. Mon oncle contre son fils, c'était quelque chose de dur. À la fin, il m'a dit, tu peux voyager. Et ça, je n'oublierai jamais. Ce qui m'a marqué, c'est sa personnalité, sa prestance. Et quelqu'un qui dégageait beaucoup d'énergie positive. Et qui était à l'écoute de tout le monde. Même au foot. Mais bon, au foot, il était très dur sur l'homme. Et moi, pour moi, ça a été un exemple. Ce monsieur, quand il était sur le terrain, c'est vraiment l'énergie qu'il dégageait. Un défenseur dur sur l'homme. Il a joué à l'Africa Sport d'Abidjan, comme moi. Mais si j'ai joué à l'Africa, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il a été pour moi un exemple. Ce qui m'a apporté, c'est les conseils. Et puis, comme je vous ai dit que c'est un exemple pour moi, je prenais ces chaussures de foot au moment où il n'était pas là. C'est une petite anecdote. Je prenais ces chaussures de foot pour aller jouer. Et bon, après le soir, avant qu'il n'arrive, j'avais déjà caché. Je les avais essuyés et puis je les avais mis en place. Mais bon, il ne m'a jamais dit si ces chaussures avaient utilisé ou pas. Quelqu'un qui a joué contre le tout-puissant Mazambé. Et nous allons faire ces funérailles à Sagidiba le 8 août. J'invite tout le monde, tous les footballeurs, à venir honorer son âme. Pour moi, je n'oublierai jamais ses conseils avant d'aller en Europe. Il m'a beaucoup conseillé. Et pour moi, je ne sais pas comment, mais quand je le vois, je suis toujours content. J'ai même fait une photo avec lui où j'étais en admiration parce que quand je le voyais, pour moi c'était un exemple. Et c'est monsieur, je ne sais pas comment le qualifier, il m'aimait beaucoup aussi. Il a fait que j'ai fait une bonne carrière en Europe. Et que si j'ai amené Drogba, Didier, tout ça, c'est grâce à ces trucs-là. Parce que Drogba Serge était un bon conseiller. Maestro, je sais très bien que tu sais que je suis l'oncle de Drogba. Aujourd'hui, Drogba et toi, vous êtes toujours ensemble. Moi, pendant les élections, j'étais beaucoup quelqu'un qui s'est emporté. Mais j'apprécie ton émission. Écoute, je te fais un gros coucou. Je te dis bonne chance et puis bonne continuation. Et je vois bien que Drogba et vous êtes toujours ensemble. Je suis content, je suis heureux de vous voir. J'adore ton émission. Merci, bon, voilà. Merci donc. Ouais. C'est un plaisir
attendant Didier Drogba parler comme ça, c'est vrai que je suis dans le Pougon. Et j'ai commencé au Mondialito. Ça ne pas écouté. Moi, je sais très bien. Donc, voilà. Donc, le 8 août, je serai présent là-bas pour honorer la mémoire du grand-père. Voilà. Et c'est le moment aussi pour nous ici de dérouler le tapis à un monsieur qu'on appelle Guézo Naka pour ses cartons, dans les cartons TDM. Les cartons TDM, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent de découvrir l'émission La Team de Maestro, il faut savoir qu'on a des arbitres ici qui surveillent l'information, les infos un peu partout et qui décident quand même d'attribuer des cartons en fonction de ce qui s'est passé. Alors le carton vert, c'est pour encourager, le jaune, c'est pour un avertissement et puis le rouge, allez, là c'est pour taper dur. Alors Guézo Naka, il a combien de cartons aujourd'hui? D'abord, je dis merci à tout le monde. C'est un réel plaisir de retrouver la team avec mon gars Maestro. Tu nous as donné. Hein. Oui, mais bon, c'était que saisonnier. Hein. Puis c'était une affaire de famille, donc c'était un peu urgent. Donc voilà. Mais là, je suis de retour. Avec aujourd'hui, je serai un peu tendre. Un peu clément. Oui, clément, merci. Je serai clément avec rien que des cartons verts. Ah d'accord. Voilà, des cartons verts. On va commencer déjà avec la sélection des U20. Qui s'est brillamment qualifiée au tournoi de l'UFOA, c'est l'Union des fédérations d'Afrique de l'Ouest, c'est ça. Et donc elle a fini première de sa poule, avec, je crois, 4 victoires. Et son dernier match, elle a battu le Niger 2-0. D'accord. Donc carton vert pour... carton vert. Pour les U20 qualifiés pour les demi-finales d'ailleurs de ce tournoi. Et les demi-finales, ça sera face à l'équipe du Nigeria. Oui, ça, c'est effectivement face à l'équipe du Nigeria que nous souhaitons bonne chance à cette équipe-là. Ouais. Voilà. Et deuxième carton, on continue encore avec le carton vert. La nouvelle, c'est un carton, mais avec fond de tristesse. Parce que nous avons quelqu'un qui a vraiment marqué c'est les 20 dernières années du basket ivoirien. Le général de division Alidem qui est décédé. Il a vraiment révolutionné le basket. Il a permis à beaucoup de gens d'avoir une situation financière, c'est-à-dire les a intégrés dans l'armée. Il était propriétaire, enfin, entre guillemets, presque presque toutes les identités de l'armée avaient une équipe, en passant à la Société Uniforme de l'armée, la GSPM, ainsi de suite. Et vraiment, c'est vraiment triste et c'est vraiment une perte pour le basket ivoirien. Voilà. Donc, le carton vert à feu d'Emali Justin. Et bon, mais on va retrouver un peu de gaieté quand même. On va partir avec la Fédération ivoirienne de basket. La Fédération ivoirienne de basket qui fait son petit bonhomme de chemin. Elle a pris sur elle d'organiser le tournoi, par exemple l'Afro-Basket des U18, garçons et filles. Et elle est partie sur fonds propres. Le président Moussa Diarra, que je salue à distance, carton vert à la Fédération ivoirienne de basket qui a vraiment mis les bouchées doubles. La compétition elle commence le 5. Le 5. Et la Côte d'Ivoire rentre en liste déjà demain au niveau des garçons, face au Tchad. Donc vraiment carton vert pour la Fédération ivoirienne. Je suis d'accord avec ce carton vert pour la Fédération de basket. D'autant plus que aujourd'hui, tous les moyens du sport sont pour le football. La CAN, le mondial. La Fédération ivoirienne de basketball aujourd'hui est en train de faire beaucoup de dépenses. C'est vrai, le président dit qu'elle est soutenue par l'État, mais nous, les journalistes, nous avons fouillé, nous savons que c'est difficile pour cette fédération-là. Venez en aide au basketball ivoirien. Ce qui s'y fait là-bas, Moussa Diarra travaille concrètement la préparation en Turquie, cette compétition qui sera organisée. Franchement, monsieur le ministre des Sports, soyez aux côtés de nos basketteurs, soyez aux côtés du président de la fédération pour leur donner plus de moyens. Dans la vie d'un pays, il n'y a pas que le foot. Ça s'applaudit ça. Magat, le roi est Magat, c'est bas là, Magat. Sceptique là. Pourquoi on applaudit Magat, on applaudit. Celui qui parle, celui qui demande l'honneur, pourquoi vous parlez de celui qui applaudit? On applaudit. J'applaudis. On attend tes applaudissements. Franchement, 14 Magat. 14 à Magat, après les cartons verts. Oui. Alors, il faut quand même revenir sur cette compétition de l'Afro-Basket à U18 qui va commencer le mercredi avec l'entrée en lice, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Et il faut rappeler que lors de l'édition précédente, c'était plus pour les U16 et les U17. La Côte d'Ivoire a fini championne
chez les garçons, et vice-championne chez les jeunes filles. Et ce qui a valu à la Côte d'Ivoire de partir pour le mondial, pour la Coupe du Monde de ces deux catégories, de ces deux genres. Et la Côte d'Ivoire, malheureusement, là-bas, n'a pas vraiment existé. Mais ces jeunes-là, pour moi, ont appris et viendront en Côte d'Ivoire ou sont déjà en Côte d'Ivoire et peut-être tenteront de montrer un nouveau visage. Ouais, il faut rappeler que dans cette équipe des U18 garçons là, qui se préparent actuellement, nous avons 3 U17 qui étaient au mondial, qui ont regagné le groupe. Idem pour les demoiselles. Voilà, elles sont là aussi, elles participent à la préparation. Alors, il y a un léger changement, Henri. Je pense que les garçons ont un nouveau coach, c'est ça? Ou bien, non, les U17 ont leur coach et Stéphane est celui des U18. Et puis, il y a Christelle Ngassané qui est à la tête de... En fait, pour moi, c'est 2 grands noms du basketball local et international au niveau des éléphants qui prennent ces équipes de jeunes-là. Pour moi, c'est un succès annoncé en plus de celui de l'organisation. Même c'est chapeauté par Miguel Oyo, le sélectionneur qui est là et qui supervise. Tout cela pour permettre à la Côte d'Ivoire quand même de faire bonne figure dans cette compétition ou dans ces compétitions, puisque ce sont 2 compétitions qui vont se jouer au même moment du côté du Palais des Sports de Treichville dans le Dôme et aussi dans la salle polyvalente. Et le hall qui ont fait peau neuve. Bien sûr, voilà. La Côte d'Ivoire s'est organisée les grands événements. Merci beaucoup. En même temps, Henri Joël, il faut essayer de passer une annonce, demander au public de venir. Bien évidemment, le public, vous êtes invités. Les tickets sont en ligne. Les tickets en ligne, vous pouvez les prendre en ligne, commander vos tickets, payer vos tickets et puis se rendre du côté du Palais des Sports pour soutenir cette équipe ou ces équipes ivoiriennes, mais pas que, puisque d'autres nations viendront à cette compétition, notamment le Mali, le Cameroun, l'Égypte, le Maroc. Allez, venez, le Sénégal. Il y aura une très belle fête du côté du Palais des Sports de Treichville, dans l'enceinte même, dans presque toutes les salles. On aura du basket. Le moment pour nous maintenant de partir avec notre rubrique « Le saviez-vous » Et ça va revenir avec Dombélé. La frappe sur la barre transversale. La barre transversale est devenue malgré elle l'un des éléments les plus emblématiques du football. Son intervention au cours du jeu est toujours l'une des actions les plus spectaculaires de cette discipline sportive. Procurant but, la barre transversale est surtout perçue comme le cauchemar des attaquants car symbolisant l'échec, la frustration. Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, le gars de Santos, Ricardo Oliveira, seul à 2 mètres du but grand ouvert, sont devenus des actions mythiques impliquant la barre transversale dans l'histoire du football. Pourtant, la barre transversale était un objet inexistant aux origines du football. Dans les débuts de ce sport, au 19e siècle, les buts n'avaient pas de limite en hauteur. Ils étaient juste constitués de 2 poteaux verticaux, inspirés du rugby, fixés à 7,32 mètres de distance. C'est en 1875 que la fédération anglaise introduit un simple ruban ou une corde tendue entre les poteaux pour fixer une hauteur à 2,44 mètres. Cette mesure n'a plus bougé depuis. En 1882, la barre rigide en bois ou en métal universelle pour la pratique du football. Allez, vous avez toutes les informations relatives à la barre transversale. Et ici, comme nous avons quelqu'un qui a joué au foot et que les autres n'ont pas joué au foot, ils donneront quand même des souvenirs. Mais lui, on va lui demander combien de barres transversales a-t-il frappé dans sa carrière. Il adore. Déjà, la barre de Magat, je bague moins les buts. Donc, imagine les barres transversales. 2. Ouais, 2 fois. Côte d'Ivoire, Cameroun ici, au Félicia. C'est en 2005 là? Ouais, où ils nous ont battus là? Éliminatoire. Où vous avez fait puis on a dormi là? Coupe du Monde. Il y a 2 partout. D'accord. Il y a un corner, je suis en retrait. Bon, moi, je frappe barre transversale. Le ballon me passe par derrière. Comme il retourne dans la coup franc pour le Cameroun, 3-2 là. Et face aussi à la Hollande, en demi-finale mondiale, on a mené 2-0. J'ai le ballon, il fait bille partie à gauche, fin extérieur, il fait le ballon, barre transversale, ça revient, après Baki met but, on perd de 1. Donc je pense que... C'est-à-dire qu'à chaque fois que lui il a touché la barre transversale, on a perdu. Il ne faut plus toucher la barre. Moi, il joue plus, c'est bon. Il joue plus. Alors Magat, est-ce que tu as un souvenir d'une barre transversale qui est restée comme ça dans l'esprit? Oui, j'avais effectivement la barre dont il parlait à l'instant face au Cameroun en 2005.
Et il y a autre souvenir aussi également, en 2005, même 2005 là, en finale de la Ligue des Champions. Si mes souvenirs sont exacts, entre Liverpool et Milan AC, la dernière action de Shevchenko, qui bute sur Dudek. Semble-t-il, parce que là, le gardien, il a mis le buste et puis... On a même vu le ballon au fond, hein. Le ballon est coché sur la barre. Et là, bon, il y a un supporter de Liverpool ce jour-là, il fait comme ça, ouf. Donc oui, ça aussi... C'est le roi des acteurs. Donc ça reste légendaire dans ma tête. Ça, c'est vrai? Oui. Voilà, la barre que je n'oublierai pas, c'est celle de Zidane. Heureusement, elle est rentrante. C'était face à l'Italie, je pense au Mondial 2006. La finale, là. Panenka? Oui, ça, Panenka frappe la barre. Je retiens mon souffle. Pour moi, la façon dont cette Panenka est tirée, le ballon va rebondir sur la ligne, Buffon va s'en emparer. D'ailleurs, les Italiens ont cru que le but n'était pas rentré, mais Zidane, lui, il a commencé à faire sa course. Hein. Après, au ralenti, on a vu que c'était... En fait, c'était deux poids lourds face à face. Zidane face à Gigi Buffon, le meilleur joueur du monde, face au meilleur gardien du monde. Pendant ce match mémorable-là, donc pour moi, c'est vraiment inoubliable. Ça, c'est vrai. En plus, ils jouent ensemble à la Juventus. À la Juventus, en plus. Voilà. Ouais, c'était un duel énorme entre les deux monstres. Jason Aka, est-ce qu'on a un souvenir d'un match de l'Africa? Ah non, pas forcément de l'Africa. Pour moi, c'est un peu anecdotique. Au basketball, je joue au foot et je joue très bien même au foot, si je pourrais vous enseigner. On avait un match au stade de la Fosse avec le Lundi FC et puis il y avait Bansé Aristide. On connaissait sa frappe lourde et puis on se disait pas de faute, pas de faute, pas de faute. Et bon, dans les 16 mètres, on a occasionné un coup franc. Il nous a envoyé une de ces patates sur la barre transversale. Le mur s'est disloqué peut-être en 20. Mais la manière dont le ballon a frappé sur la barre transversale, elle s'est retrouvée vers le centre. C'était une frappe de mule. À jamais là? Au stade de la Fosse que tu connais. Et on a eu une contre-attaque et on a marqué. Waouh! Ah ben voilà. Moi, c'était au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou. Oh là là! On savait. Mais franchement, Abengourou, à chaque fois Abengourou. Un bon pied gauche, la barre transversale. Parce que là, personne ne peut... Non, personne ne peut. Vous êtes en train de raconter Boublaga à Palais. C'est vrai. Il y a un peu. Les matchs sont là. Vous êtes en train de raconter Boublaga à Palais. Bon, maintenant, il faut conclure. On dit Liverpool. Maestro. Zidane. Oui. Quand même. Football. Oui. Mais moi aussi. Je pense que... Match du quartier. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Sassi Dene, merci à Akab arrivé. Merci. Merci à Magat Benabié, merci à Nana Arjuel. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Allez. Mais pas du aigle, le Tokas Boy. Yaka. Des mêmes heures.